Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce tout premier numéro, cette toute première émission de Disputandoum, une émission de débat et un mot latin pour faire vivre justement encore cette pratique d'actualité. Et pour ce premier débat du genre, nous avons choisi un thème dans l'actualité, le glyphosate, pesticide le plus utilisé au monde. Avec cette question, faut-il l'interdire ou plutôt peut-on vraiment l'interdire? Autour de la table avec moi pour en débattre, Nicole Bonnefoy, sénatrice de Charente. Vous avez défendu plusieurs et allez défendre encore un nouveau texte en faveur des victimes des pesticides. À côté de vous, Michel Debiais de l'UFC Que Choisir de Poitiers. Vous êtes aussi animateur du réseau national environnement pour cette association. Merci. En face de vous, Florent Boulin, céréalier à Aulnay, près de Loudun. Dans la Vienne, vous êtes utilisateur régulier du glyphosate et défenseur de ce produit. À côté de vous, Cyril Giraud, relais local de l'association Génération Future. Vous nous venez du Médoc. Sentez-vous libre surtout de débattre entre vous, c'est le but. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, derniers invités et non des moindres, c'est vous, derrière vos écrans. Vous nous regardez peut-être sur un téléviseur, un téléphone ou une tablette. Vous êtes les bienvenus pour participer à ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine et bien sûr aussi sur Twitter avec le hashtag Noah. Nous avons tenté au cours de la préparation de cette émission d'avoir auprès de nous un représentant de Monsanto. La firme à l'origine du glyphosate est rachetée récemment par Bayer. Cela n'a pas été possible. La responsable communication nous l'a confirmé par mail hier dans la soirée. Nous avions également invité Paul François, agriculteur charentais, fer de lance de cette lutte contre les pesticides et fondateur, président de l'association Phytovictimes. Il ne peut être des nôtres ce soir pour des raisons personnelles. Avant de commencer nos échanges, nous allons d'ailleurs regarder un reportage sur son parcours. Il s'agit d'un extrait d'un magazine réalisé pour France 2. Regardez. Je m'appelle Paul François. Ma vie a basculé le 27 avril 2004. Ce jour-là, j'ai inhalé les vapeurs d'un herbicide fabriqué par la société Monsanto. Plusieurs jours de coma, 5 mois d'hospitalisation, près d'1 an d'arrêt de travail. Mais le deuxième combat, je le mène depuis 13 ans. C'est faire reconnaître que la firme Monsanto qui a fabriqué ce produit est bien responsable de mon intoxication. Ce maïs qui l'a fait vivre de belles années a bien failli le tuer. Lorsque nous le rencontrons sur sa ferme, Paul François paraît en forme. Mais à l'aube de ses 54 ans, le paysan qui a hérité de la terre de ses aïeux se sent en sursis. Je suis extrêmement en colère par rapport à cette firme. J'en veux un peu aussi à la profession qui ne m'a jamais vraiment soutenu. C'est un problème extrêmement tabou de dire qu'il y a des agriculteurs. Parce que si j'étais seul, ce ne serait pas bien grave. Mais c'est des milliers d'agriculteurs qui ont été impactés et on le cache. Face à ce déni, Paul François a fondé Phytovictimes avec d'autres malades. L'association vient en aide aux centaines de paysans intoxiqués. Elle fait aussi de la prévention auprès des futurs agriculteurs. Nicole Bonnefoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue en Charente. Comment avez-vous été amenée à vous intéresser à cette question des pesticides? D'abord, je voudrais saluer Paul François. On vient de voir là quelques images d'un reportage. C'est Paul qui devrait être à ma place ce soir. Vous l'avez dit tout à l'heure, en ouverture, il n'a pas pu pour des raisons personnelles, des raisons assez dramatiques d'ailleurs. Et donc, évidemment, je pense à lui fortement et nous pouvons tous penser à lui dans ces moments extrêmement difficiles. Je suis sénatrice de la Charente et par ailleurs conseillère départementale. J'ai été amenée à m'intéresser aux pesticides en tant que citoyenne, d'abord, consommatrice, mais aussi en tant qu'élue et parlementaire, suite justement à l'histoire de Paul François. Paul François, vous avez dit, a créé Phytovictimes pour venir en aide aux victimes. Il a créé cette association en 2011. Et moi, j'ai été élue pour la première fois au Sénat en 2008. Et en 2012, j'ai demandé la réalisation d'une mission d'information. J'étais la rapporteure de cette mission d'information pour travailler sur les pesticides et les conséquences des pesticides sur la santé humaine. Et donc, pendant 7 mois de travail, partant de l'histoire de Paul François, en nous déplaçant, en auditionnant, plus d'une centaine d'heures d'audition, nous avons fait un travail important pour remettre un rapport 6 mois plus tard, 7 mois plus tard exactement, avec une centaine de recommandations, un bilan
qui mettait en exergue un certain nombre de choses qui donc d'ailleurs ont été confirmées ensuite dans différentes études de l'INSERM, de l'ANSES, etc. Nous y reviendrons. Florent Boulin, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez vous-même des agriculteurs victimes des pesticides? Non. Parce que, à part Paul François qui a fait malheureusement la une de l'actualité dans les années, il y a quelques années, non, dans mon entourage, j'en connais pas. Est-ce que c'est un sujet qui est débattu malgré tout dans le milieu? Débattu, non. Maintenant, on prend... on est sensibilisé quand même aux dangers et aux risques des produits phytosanitaires. Donc, dans les différentes formations que l'on peut passer et qui ont été mises en place aussi par l'administration française. Vous êtes encouragé à vous protéger au moment où vous les utilisez? Oui. Ça, ce sont des consignes aujourd'hui claires? Oui, c'est clair. On passe à ce qu'on appelle un certifito. Donc c'est un examen, une formation qui nous sensibilise aux dangers des produits phytosanitaires, quoi. Donc, et qui nous préconise les équipements de protection individuelle. Donc après, c'est à chacun de les utiliser ou non. Mais c'était ma question suivante. C'est appliqué vous-même? Est-ce que vous les utilisez vous-même? Systématiquement. Donc, c'est facile l'utilisation? Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations sur les équipements. Ils sont faciles à mettre en œuvre. Beaucoup plus faciles que ce qu'ils n'étaient auparavant. Les masques sont beaucoup plus... on n'a pas de mal à respirer dedans. Les combinaisons se sont améliorées pour les mettre, les enlever. Les gants aussi. Et on a beaucoup de choix dans les équipements, quoi. Ça faisait partie des recommandations de mon rapport de 2012 sur la problématique des protections individuelles qui n'existaient pas. Et donc la nécessité de s'équiper. Et d'avoir conscience. Ceci dit, il y a beaucoup de choses à dire sur les équipements individuels qui, malheureusement, ne protègent pas toujours. Voilà. C'était un peu ça mon bémol. Les équipements individuels, on les utilise aujourd'hui. On utilise ce qu'on nous met à notre disposition, quoi. Mais est-ce qu'ils sont réellement efficaces, quoi? Vous-même, vous avez un doute? Nous-mêmes, on a un doute. Moi, je suis très surpris par votre témoignage, que je ne remets pas en cause, mais en tant que bénévole d'une association, je reçois régulièrement des appels, des témoignages de gens qui sont dans les vignes, qui n'ont pas ces équipements de protection individuelle, peut-être parce qu'ils n'ont même pas le certificat, des gens qui font des relevages dans les vignes alors qu'il y a des traitements à proximité, ils s'en prennent plein la figure, ils n'ont pas accès aux produits qui sont utilisés. Quand ils demandent à leur patron leur donne pas la réponse, alors que d'un point de vue du Code de travail, bien sûr, ils devraient avoir accès à ces informations-là, ils devraient avoir accès aux fiches de données sécurité qui donnent les risques qui sont associés, en tout cas une partie des risques, et même ce minimum syndical-là, si je peux dire, il n'est pas appliqué, en tout cas pas partout dans les vignes aujourd'hui dans le Médoc. Est-ce que ça tient au statut des personnes qui opèrent sur ces appareils? Ce sont des ouvriers agricoles, ils sont précaires, ils n'ont pas forcément eux-mêmes leur exploitation? Ah, ça, c'est certain que les ouvriers agricoles, ils n'ont pas beaucoup leur mot à dire, ils ont un statut précaire, et c'est leur gagne-pain, ils font ce qu'ils peuvent pour vivre, et quand ils ont des accidents, ils ne savent pas trop vers qui se tourner de pulvérisation, ou simplement parce qu'ils ont inhalé des produits, parce qu'un pulvérisateur est passé à côté d'eux pendant qu'ils travaillaient. Ils font leur boulot, sauf qu'ils en respirent quand même pas mal, et le problème, c'est qu'après, quand ils sont malades, on peut leur souhaiter de ne pas l'être, mais malheureusement, beaucoup sont malades et on connaît les pathologies qui arrivent après ça. Davantage de Parkinson, davantage de maladies d'Alzheimer. Après, dans les descendants, il y a des pubertés précoces, il y a des micropénis, il y a beaucoup de malformations, parce qu'il y a des femmes aussi qui travaillent et qui sont en âge de procréer, qui sont exposées à ces produits-là. Et on ne peut pas continuer à laisser faire ça. Enfin, vraiment, il faut que les pratiques, elles changent dans le vignoble bordelais, pour ce que je connais, parce que c'est eux qui m'appellent le plus régulièrement. Michel Debiet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'UFC Que Choisir, vous allez pouvoir nous apporter un peu le point de vue du consommateur, un consommateur de plus en plus sensible sur ces questions, vous l'observez? Oui, et nous, dans tous les sondages que l'on fait, on voit régulièrement une montée de l'inquiétude sur les pesticides, surtout dans l'alimentation. Mais bon, comme il a été dit tout à l'heure, là, il n'y a pas que l'alimentation. On sait par exemple qu'à Poitiers, quand on mesure la pollution de l'air, on peut retrouver des pesticides des vignes du Cognac. Ça fait très très loin, mais on les retrouve ici, là. Donc c'est vrai que les professionnels, moi je ne vais pas incriminer et mettre toute la responsabilité sur les agriculteurs, hein. C'est une profession qui a un travail difficile,
Mais malheureusement, il y a un manque d'information sur les risques. Et on sait par exemple depuis très longtemps que c'est les professionnels de l'agriculture qui sont les plus touchés par les pesticides et les produits chimiques, avec les professions de la chimiste, y compris les peintres. Les gens qui travaillent à la peinture, autrefois, il y avait beaucoup de produits chimiques. Donc c'est pas un hasard. C'est eux qui sont les plus touchés. C'est vrai que sur sur les équipements, bien sûr qu'il y a des équipements, ils ne sont pas toujours mis et ils ne protègent pas toujours nécessairement. Et des fois, c'est compliqué. D'ailleurs, les agriculteurs le disent, et c'est vrai, compliqué de s'équiper. Eu égard aux manipulations qu'ils doivent faire entre prendre des gants, après conduire, etc. Enfin, c'est éminemment compliqué. Mais ce sont des matières qui sont par ailleurs très très volatiles, comme ça vient d'être dit. Donc, au moment de la pulvérisation, c'est une chose, mais au-delà de la pulvérisation, ces matières sont tellement volatiles qu'elles peuvent se retrouver à des distances extrêmement lointaines, comme ça vient d'être dit. Et c'est des molécules qui, par ailleurs, peuvent tout à fait se mélanger avec d'autres molécules, puisque l'agriculteur utilise plusieurs produits. Et donc, il y a le produit utilisé, mais il y a l'interférence des produits entre eux aussi, ce qu'on appelle les effets cocktails, c'est-à-dire toutes ces matières chimiques qui se mélangent et qui ont des conséquences. Et donc, de ce point de vue, j'ai alerté moi à plusieurs reprises, et je l'ai fait encore dans la loi agricole dernière, la nécessité de travailler sur ce qu'on appelle les effets cocktails et des études qui sont nécessaires et qui ne sont pas réalisées aujourd'hui. Et donc, pour revenir plus précisément à cette molécule du glyphosate, on ne l'a pas choisie au hasard, bien sûr. Beaucoup d'entre vous la connaissent sous le nom commercial de Roundup, mais cette substance est désormais dans le domaine public. Beaucoup d'autres entreprises que le créateur Monsanto peuvent la fabriquer. Elle est déclinée aujourd'hui dans 750 produits. C'est depuis plusieurs années et encore aujourd'hui le produit le plus utilisé, tant par les particuliers que les agriculteurs ou jardiniers professionnels. L'un d'eux est devenu tristement célèbre cet été à San Francisco. Dwayne Johnson souffre d'un cancer en phase terminale. Il a remporté son procès contre Monsanto. Le tribunal a estimé que le Roundup était responsable de son cancer. L'industriel a été condamné à lui verser 289 millions de dollars. La firme a fait appel. Et puis, autre actualité liée à ce produit précis, le décès la semaine dernière de Fabian Tomasi, cet ouvrier agricole argentin exposé de longues années au glyphosate dont il remplissait des réservoirs à main nue, est mort à 53 ans. Il souffrait de multiples maladies et menait en parallèle un combat médiatique pour prouver la dangerosité des pesticides. Il faut combien de symboles de ce genre pour que les choses changent ? Malheureusement, des symboles comme ça, ils s'accumulent de petit à petit. Heureusement, grâce au travail de phytovictimes, de générations futures qui luttent depuis 20 ans contre ces produits-là, il y a une prise de conscience et l'omerta commence à être brisée. C'est-à-dire le monde agricole n'a pas l'habitude de s'épancher sur ces problèmes. Et petit à petit, le fait qu'il y ait des associations qui soient là pour les accompagner quand il y a des problèmes, le fait que ça se sache, enfin, la parole se libère. Certains commencent à parler des difficultés qu'ils peuvent avoir, des problèmes de santé, etc. Et la première chose, c'est la prise de conscience pour que les choses puissent évoluer par la suite. En 2012, lorsque j'ai rédigé le rapport que j'évoquais en début d'émission, nous avons mis en avant le principe qui était, dans le cadre de ces produits, d'abord une efficacité du produit lui-même, c'est-à-dire un produit qui tue. Et qui tue une plante, par exemple. Et si on prend le glyphosate, il a des propriétés extrêmement fortes en la matière. C'est donc d'abord, ce qu'on évalue d'abord, c'est sa capacité à tuer les plantes, et donc le résultat que je qualifierais d'économique, avant même de considérer les problématiques de santé publique ou les problématiques environnementales. C'est d'abord un produit qui doit apporter un plus économique. Et donc ça, on l'avait mis en exergue dans le rapport, il faut changer complètement de paradigme, c'est-à-dire que dans les évaluations, il faut d'abord commencer par la santé humaine et ensuite renverser complètement, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Il y a quelques réactions déjà qui nous arrivent depuis Facebook, Twitter, etc. Continuez, on vous donnera la parole dans quelques minutes. À propos de la dangerosité des pesticides, les premiers travaux sur ce sujet datent de 1963 et nous viennent des États-Unis. Ils avaient notamment permis d'aboutir à l'interdiction du DDT au début des années 70. Ça semble un délai très court entre alerte et interdiction. Et aujourd'hui, il y a une énorme inertie, Michel Debié.
Oui, disons que je rajouterais au point de vue difficulté dans la dangerosité des pesticides, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'effet cocktail. Parce qu'on sait que du point de vue économique, c'est quasiment impossible de calculer tous les dangers avec tous les mélanges. Tous ces pesticides sont des produits chimiques. Tout le monde sait que le mélange des produits chimiques a des effets qui ne sont pas toujours contrôlables, pas toujours connus. Et quand on contrôle le danger d'un produit, que ce soit un médicament ou un pesticide, on le contrôle tout seul. Or, le problème, c'est qu'il n'est jamais tout seul. Dans le sang, on a tous du glyphosate et on peut avoir des centaines d'autres produits. Et le problème, personne ne sait quel est l'effet du mélange. Et donc, nous, en ce qui nous concerne, on a publié là, dans le dernier Que choisir du mois de septembre, là, une étude parmi d'autres, qui montre que le glyphosate mélangé avec d'autres produits, alors pas en nombre très important, c'est quelques produits, je crois que c'est une demi-douzaine, ça a des conséquences néfastes sur la santé des animaux qui ont servi au test. Et moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe même de l'homologation, on homologue uniquement la substance active. Oui. C'est-à-dire, dans un bidon de Roundup, il y a des centaines de molécules chimiques. Oui. Le fabricant, il décide que c'est le glyphosate qui est le principe actif, et il va dire, je veux faire homologuer ce principe actif au niveau de l'Union européenne. L'EFSA, dans une opacité énorme, va délivrer une homologation sur la foi uniquement des rapports fournis par l'industriel, avec une collusion épouvantable entre l'EFSA et ces industriels-là, et des biais dans les études. C'est-à-dire, normalement, ils devraient analyser, prendre en compte non seulement leurs propres études industrielles, mais également les études universitaires, tout le panorama complet de la science sur ce sujet-là. Et les industriels sont passés maîtres en la matière, d'écarter les études qui les dérangent sous des prétextes complètement fallacieux, ce qui fait que le peu de recherche publique qui nous reste encore et qui est utile pour pouvoir protéger la santé des gens, en fait, elle n'est pas utilisée pour le principe d'homologation de la molécule active. Ensuite, on va passer au produit fini, la préparation commerciale, dans lequel il y a une centaine de molécules chimiques, si ce n'est plus, dont on ne connaît pas la composition complète, d'ailleurs qui est cachée même en cas d'accident. C'est ce qui est arrivé à Paul François. Il n'a pas pu connaître la composition complète du bidon du produit qu'il avait inhalé. Le 138 poison nos échanges, ne le savait pas. Pardon. Cette statistique de 2016, la Charente-Maritime, 2e département français où le glyphosate, c'est le plus vendu partout. On retrouve des traces de cet herbicide classé cancérogène probable dans les sols, dans la mer. Benjamin Delombre et Marc Millet ont rencontré un agriculteur utilisateur. Cédric Chartier stocke les bidons dans ce cagibi, au fond de sa ferme. Le glyphosate, c'est le désherbant que cet agriculteur emploie le plus. On en utilise peut-être 10 à 12 bidons. Ça fait combien de litres? 240 à 260 litres, voire 300. Cédric Chartier jure utiliser le glyphosate avec modération. Il nous emmène dans l'un des champs où il en épand. Depuis quelques années, pour préserver la diversité du sol, il ne laboure plus. Mais nous dit-il, il faut bien enlever la mauvaise herbe. Au moment de semer, il va me gêner fortement pour pouvoir que ma culture se développe. Donc j'aurai d'autres choix que de prendre une quantité raisonnable de glyphosate, mais en appliquer quand même. Ça vous inquiète pas, même vous, pour votre santé? J'ai certains produits qui me donnent le tête parfois. Mais le glyphosate, pour moi, n'est pas un produit dangereux. Il a tout de même été déclaré cancérogène probable par l'OMS. La Charente-Maritime, c'est l'un des départements qui en consomme le plus et tout le monde est impacté. Dans un rapport, ce militant écologiste montre que des traces d'herbicides se retrouvent jusque dans le milieu marin. Lorsque la pluie tombe, après un épandage par exemple, transporte les molécules, tous ces produits chimiques, qui inévitablement finissent à la mer. Face au danger, les agriculteurs sont incités à désherber mécaniquement, à grand renfort de clips vidéo comme celui-ci. Problème, certains champs ne s'y prêtent pas. Les sols sont sensibles, sont fragiles, et si on veut maintenir leur capacité productive, et donc justement se débarrasser des mauvaises herbes, c'est très compliqué d'envisager une agriculture sans glyphosate. Si le glyphosate venait un jour à être interdit, 10% des terres du département, soit 40 000 hectares, deviendraient incultivables. Monsieur Boulin, je vous ai vu opiner du chef quand vos camarades débatteurs parlaient de la dangerosité des produits. Vous êtes conscient de cela et malgré tout, vous utilisez. Pourquoi ? Je suis conscient que c'est dangereux. Tous les pesticides, il n'y a pas que le glyphosate. Tout ce qu'on utilise, c'est dangereux.
Maintenant, on utilise les pesticides dans un contexte économique que l'on est en France aussi pour produire. Contraint, vous diriez. Comment ? Un contexte économique contraint que vous subissez d'une certaine manière. Que l'on subit si on était rémunéré déjà au juste prix de ce que l'on produit. Ce serait déjà beaucoup plus facile. Aujourd'hui, se passer du glyphosate, c'est ce qu'on voyait dans l'émission, dans le reportage, il y a ça se contredit. Il y a un impact économique sur mon exploitation et un impact environnemental. Sans glyphosate, il faut que je travaille beaucoup plus mes sols, donc je consomme énormément de carburant. Donc ça se voit pas. Mais c'est dans l'air quand même. Le bilan carbone, pour moi, est très négatif, quoi. Et l'impact économique, le carburant coûte beaucoup plus cher qu'un passage de glyphosate pour nettoyer les parcelles des mauvaises herbes. Et donc, il y a une économie de main-d'œuvre. On intervient beaucoup plus rapidement en effectuant un passage de glyphosate qu'en effectuant un passage d'outils. Et l'impact environnemental, je ne suis pas convaincu qu'il soit positif en supprimant le glyphosate, quoi. Vous préférez choisir d'envoyer dans les sols, y compris dans les produits que vous donnez après la consommation humaine, des substances dont vous ne connaissez pas la nature et dont vous supposez qu'elles sont dangereuses, plutôt que de polluer un peu plus l'atmosphère. C'est l'équilibre. Oui, c'est un peu l'équilibre difficile à trouver, mais à ce moment-là, après, que l'on arrête d'importer des produits, du maïs, du soja OGM d'Amérique. Arroser le glyphosate très copieusement, et d'ailleurs qui pose des problèmes aux élevages de porcs. Aujourd'hui, je pense que là-bas, aux États-Unis, ils sont à 15 litres hectares de glyphosate. Nous, en moyenne, sur nos exploitations, si on est à 1 litre hectare par an en France, il y a peut-être des parcelles qui en reçoivent plus, d'autres qui n'en ont pas. Enfin, c'est pas systématique non plus. Mais voilà, donc je pense que déjà que l'on commence à arrêter d'importer des produits plus pollués que nos produits français, quoi. Pour aller un petit peu dans cette question, j'en profite pour poser cette question d'un internaute, Philippe Cerquera, qui demande: certains produits bio contiennent-ils des pesticides ? Alors, dans toutes les analyses que nous avons pu faire au niveau de Génération Future, nous avons trouvé que très exceptionnellement quelques traces. De façon générale, les produits bio ne contiennent pas de pesticides de synthèse, et les pesticides non de synthèse qui peuvent être utilisés agrégés en agriculture biologique, c'est des molécules qui se dégradent très très rapidement et qui ne pénètrent pas à l'intérieur des fruits et des légumes. Et donc du coup, on n'en retrouve pas, et c'est tout à fait normal, à l'intérieur des fruits et des légumes. Alors que par contre, dans les produits qui sont produits par l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire l'agriculture chimique, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, notre étude que nous avons publiée au mois de février dernier montre qu'on a des résidus de façon très très importante. C'est-à-dire dans le raisin, on avait à peu près 9 fois sur 10 des résidus de pesticides, et c'est pas un, c'est 2, 3, 4, 10 molécules qu'on retrouve, et on avait pu établir comme ça un classement des fruits les plus souvent contenant des pesticides et les légumes le plus souvent contenant des résidus de pesticides, sur la base d'informations tout à fait officielles, puisqu'il s'agit de chiffres qui viennent de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Donc on ne peut pas nous demander, nous accuser, nous, associations de défense de l'environnement, d'avoir inventé des chiffres. Ils sont tout à fait officiels et publics. Autre question d'internaute qui nous vient par Twitter cette fois. Est-ce que le départ de Nicolas Hulot du gouvernement ne va pas retarder la promesse d'en finir avec ce poison qu'est le glyphosate ? Nicole Bonnefoy. Je regrette déjà le départ, bien sûr, de Nicolas Hulot. Je pense que peut-être son départ sera plus utile que lorsqu'il était au gouvernement, même si je lui dis, je déplore son départ du gouvernement. Donc l'Assemblée nationale cette semaine va examiner en 3e lecture le texte agricole et à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que l'inscription de l'interdiction du glyphosate
glyphosate dans la loi soit voté. Au Sénat, le texte vient ensuite. Nous allons déposer un amendement, discuter autour. Le gouvernement s'est engagé sur une interdiction à 3 ans, sans l'inscrire dans la loi, disant qu'il allait travailler avec chaque filière pour voir des alternatives. Pourquoi pas, bien sûr, mais je pense que c'est mieux quand on l'inscrit dans la loi. Ça a plus de garantie de l'inscrire dans la loi. Et donc, de ce point de vue, on va essayer de faire en sorte que le gouvernement le fasse. Alors, à ce propos, le gouvernement rassure, interdiction dans 3 ans, c'est la promesse sur le papier, avec des grands groupes de réflexion sur comment faire sans. Nous écoutons Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, chez nos collègues de France Info, il y a quelques jours. Nous avons réuni tous les acteurs, les transformateurs, les distributeurs et les producteurs pour trouver des solutions ensemble. Nous avons une date, un engagement, celui du président purement oral. Un engagement, celui du président de la République, de mettre fin à l'utilisation du glyphosate dans les 3 ans. Nous avons mobilisé la recherche, les secteurs d'innovation, et à travers cette task force que nous mettons en place, aujourd'hui, nous avons créé une banque de solutions. C'est quoi la banque de solutions? C'est partager toutes les bonnes pratiques agronomiques qui existent en France pour pouvoir se passer ou réduire l'utilisation du glyphosate. Monsieur Debiay, vous y croyez? Alors, nous, en tant que consommateurs, on ne juge que sur les résultats. Bon, c'est notre travail. Notre travail, c'est pas de prendre la publicité au pied de la lettre. Voilà. Donc, je vais juste apporter un démenti à ce qui a été dit dans un des reportages, là, où un agriculteur disait que c'est très difficile ou impossible de se passer du glyphosate. Le CNRS dans la région, dans les Deux-Sèvres, a fait des essais depuis plus de 10 ans avec des dizaines d'agriculteurs sur des surfaces considérables, et ils ont démontré que le revenu agricole était meilleur en divisant par 2 la quantité de pesticides. C'est cette expérience qui a été utilisée en 2008 avec Nicolas Hulot au moment du Grenelle de l'environnement. Toutes les parties étaient d'accord pour réduire de 50% en 10 ans. C'était pas un problème d'expérience. L'expérience était déjà passée, elle était déjà prouvée, c'était possible. Voilà. Et donc la difficulté, c'est que il y a des lobbies qui ont cassé les décisions qui ont été prises courageusement en 2008. Cyril Giron, vous y croyez? Non, je ne crois pas aux promesses en l'air de M. Travert, qui semble découvrir la roue alors que l'agriculture biologique a nourri l'humanité depuis 7000 ans. Et là, ça fait 70 ans qu'on utilise des molécules chimiques en agriculture et on voudrait nous faire croire que tout d'un coup, on ne sait plus produire autrement. Mais vraiment, on se fiche du monde. Donc j'entends bien les arguments de mon voisin sur le contexte économique. Maintenant, il faut quand même rappeler qu'en Europe, la production agricole, en grosso modo, c'est 400 milliards d'euros par an. Et que sur ces 400 milliards, les agriculteurs reçoivent 280 milliards chaque année d'aide directe. Donc, ils ont de l'argent quand même pour investir. C'est vrai que le modèle productiviste, il demande beaucoup de capital, des tracteurs, du matériel, des grandes surfaces. Et de fait, ils sont plutôt victimes eux-mêmes d'un système agricole qui les emprisonne. Et avec... c'est quelqu'un qui a besoin de sa dose de produits chimiques. Ils ne savent plus produire autrement parce qu'on les a éduqués comme ça, on les a enfermés dans un moule avec des sociétés... qui les exploitent eux-mêmes. Alors c'est vraiment la société qui fait du tiroir-caisse. C'est-à-dire, premièrement, on vend des semences que le paysan ne peut pas ressemer d'une année sur l'autre, alors que l'humanité, les paysans ont toujours appris à ressemer leurs semences d'une année sur l'autre. Là, ils sont prisonniers des semences. C'est les mêmes semences qu'on va leur fournir, qu'ils habitent aux 4 coins de la France, voire aux 4 coins du monde. Donc du coup, les plantes qui poussent, elles ne sont pas adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, elles ne sont pas adaptées au terroir, au sol. Du coup, elles sont malades. En étant malades, deuxième coup de tiroir-caisse, on leur vend des produits phyto pour pouvoir continuer à produire. Voilà, c'est vraiment un monde pas possible. Et quand on voit que Bayer rachète Monsanto, il y a le 3e effet tiroir-caisse, c'est-à-dire que les gens qui sont malades à cause de ces produits-là, on va leur vendre des produits en pharmacie, bien étiquetés, Bayer, 3e effet tiroir-caisse, pour les soigner une fois qu'ils sont malades. Mais les citoyens, on peut plus accepter ça. Monsieur Boulin, je fais juste un petit mot de réaction avec Monsieur Boulin.
Par rapport à cette position de M. Travers, ça vous rassure de savoir que vous allez avoir un accompagnement? C'est quoi votre regard? Oui, c'est toujours des grandes annonces politiques, mais ça peut rassurer. C'est vrai que si on nous met une alternative au glyphosate... Accompagner, si on nous accompagne pour sortir, pour travailler sans glyphosate, pourquoi pas? Mais bon, derrière, on a quand même, on a toujours l'aspect économique qui revient, quoi. Donc oui, on a des primes de l'Europe, des aides. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait très largement. Si on était rémunéré, si nos produits étaient rémunérés au juste prix, on n'a pas besoin de ces subventions. Et bon, aujourd'hui, sans les subventions, je ne connais pas une exploitation céréalière qui peut s'en sortir, quoi. On a évoqué les conséquences sur la santé, les difficultés économiques. Il y a aussi les conséquences sur l'environnement. Voyez plutôt cet exemple dans les forêts landaises avec nos confrères de France 2 à Bordeaux. Du miel, impropre à la consommation car il contient 2 fois plus de glyphosate que la norme européenne. Là, on voit les abeilles qui sont en train de se préparer à vouloir sortir un petit peu. Cet apiculteur vient de perdre toute une partie de sa récolte. Pourtant, ces ruches sont installées dans un endroit bucolique du parc naturel des Landes de Gascogne. Ici, on a la bruyère Erica et les abeilles butinent cette fleur. Mais pour débroussailler certaines parcelles de la forêt de pin-maritime, des sylviculteurs utilisent du désherbant à base de glyphosate. Après l'épandage, voici ce qu'il reste du tapis de bruyère mauve. Elle est en train de pourrir, puisqu'elle est morte. Les traitements ont été faits et la bruyère était en pleine fleur. Dans moralité, je me suis retrouvé avec ma récolte de miel de Calune polluée, puisque les abeilles sont allées butiner sur les fleurs qui étaient certainement arrosées avec des produits. Dans ce groupe coopératif de sylviculteurs, la direction indique qu'elle utilise bien le glyphosate, mais de façon restreinte pour favoriser la pousse des pins. Ça reste des quantités très très faibles sur des surfaces très limitées. Mais en tout cas, aujourd'hui, encore une fois, le traitement du glyphosate est autorisé. Donc nous ne sommes pas hors la loi, mais on fait de toute façon attention à ce qu'on fait. Quant au syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, il indique préconiser le débroussaillage mécanique et condamne l'utilisation du glyphosate en forêt. Et nous poursuivons avec quelques questions venant de nos internautes. Frédéric Camaro via Facebook qui nous demande si vous supprimez les pesticides en France, vous interdisez tous les produits alimentaires étrangers en France. Il faut être logique, non? Il y a une vraie difficulté, ce que disait l'agriculteur, il y a une vraie difficulté de coordination des pays européens. Ça on le néglige pas. Mais ceci dit, il faut que quelqu'un commence. Par exemple, pour le glyphosate, la France a fait des propositions. Il faut qu'un pays commence. Sans quoi, on va de dérapage en dérapage. Je regardais une émission dimanche soir sur les ananas au Costa Rica. 30 traitements, dont le dernier traitement, un ananas mûr est vert. Le dernier traitement à base d'étéphon, c'est juste pour le faire changer de couleur. Faire changer de couleur la peau. Là, je pense qu'on est dans l'extrême, quoi. Et il faudrait peut-être aussi que le consommateur s'habitue à manger des produits plus difformes, au lieu qu'ils soient bien jaunes. C'est valable pour l'ananas, mais c'est valable pour les légumes aussi chez nous, quoi. Une nouvelle philosophie à trouver. Je pense que ce qui vient d'être dit sur le consommateur en particulier, puisqu'on focalise beaucoup sur l'agriculteur qui est dans un système, vous êtes là, vous l'illustrez, même si je suis tout à fait d'accord qu'on peut diminuer largement la quantité de produits phytosanitaires. L'INRA le fait en expérimentation, on peut réduire de 30% les phytos, déjà c'est une dépense moindre pour l'agriculteur. On met pas les produits phytosanitaires pour et avoir le plaisir, une rentabilité aussi important. Donc c'est chose possible. Mais il est vrai que le consommateur, même si de plus en plus il fait attention à ce qu'il mange, d'où ça vient, d'où viennent les produits, il est évident qu'il faut qu'il se pose la question de savoir si un produit qui vient de l'autre bout du monde, des fraises au mois de janvier, à les tarifs les plus bas possibles, il n'y a pas un souci, quoi, quelque part. Donc il faut que le consommateur, je crois que le consommateur, c'est lui qui a justement les clés en main pour réorienter une agriculture qui soit une agriculture plus locale, plus forte en valeur ajoutée, plus respectueuse de l'environnement. Autre donc, question. Il a sa place. Son rôle à jouer. Son rôle à jouer essentiel.
On écoute Altaïa qui nous parle depuis Facebook. Et quand sera abordée la responsabilité de la PAC? Monsieur Giraud. La PAC, elle promeut un modèle agricole qui n'est pas celui que nous, on défend en tant qu'ONG, où on préférerait un modèle agricole plus paysan et puis plus bio. Mais je voulais répondre sur le côté consommateur. Bien sûr que le consommateur a un rôle à jouer, et il le joue déjà, puisqu'on constate plus de 12% du marché bio par an. C'est-à-dire que les gens se réorientent vers des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement de façon massive, alors que ce n'est pas toujours facile, en particulier dans la restauration collective. Le rôle de la PAC? Le rôle de la PAC, on est dans un système où nous, on est pieds et mains liés. Donc c'est vrai que si on pouvait en sortir de ces subventions, c'est le souhait du monde agricole quand même. On est vraiment liés et donc ils nous orientent comme ils veulent, quoi. Vous avez des emprunts bancaires importants liés à votre exploitation? Énorme. Énorme. C'est de quel ordre? Les emprunts bancaires, 300 000 euros. C'est 300 000 euros d'emprunt, donc il faut que l'exploitation tourne pour payer le matériel. La main-d'œuvre, malheureusement, est très chère en France, donc on investit dans du matériel qui nous coûte moins cher que de la main-d'œuvre. Hein, c'est malheureux à dire, mais c'est ça le système un peu français, quoi. Donc, avec cette étiquette difficile aujourd'hui de pollueur qu'on vous fait porter aussi? Sans cesse. Et c'est toujours agriculteur, pollueur. Si on pollue l'air, c'est nous. Si on pollue la terre, c'est nous. Je pense qu'on n'est pas les seuls responsables. On est peut-être responsables de certaines choses, mais comme je vous disais l'autre jour, les bouts de stations d'épuration, je n'en veux pas sur mon exploitation, quoi. Et ça, c'est pas nous qui polluons, là. C'est quand même le citadin qui pollue. Donc ça, c'est une pollution dont personne parle, quoi. Donc c'est vrai qu'on finit par être un peu blasé de toujours en prendre sur les épaules, quoi. Encore une question de Nicolas Akarvich via Facebook. Il faut changer de mode d'agriculture. La solution, elle est là. Est-ce que les aides sont suffisantes? Productiviste. Et il faut sortir de cette agriculture-là. D'ailleurs, on voit que cette agriculture productiviste ne fait même pas vivre correctement les paysans eux-mêmes. Donc il faut vraiment changer d'agriculture pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de la santé d'abord, la problématique de la santé des humains, c'est au premier rang desquels d'ailleurs les agriculteurs, et puis après bien évidemment nous qui nous alimentons, et puis bien évidemment de l'environnement. Je pensais il y a quelques semaines, quelques mois, dans le Cognacé, on a retrouvé dans l'eau du robinet de l'atrazine. Donc de l'atrazine, c'est une molécule qui est interdite depuis des années et qui met un temps infini avant de s'infiltrer et donc qui est encore importée par certains agriculteurs depuis l'Espagne où elle n'est pas interdite. Exactement. Donc on voit que la problématique elle est majeure en termes de santé en particulier, en termes économiques aussi, puisque les agriculteurs n'arrivent même pas à vivre de ce modèle économique. Donc, on va essayer d'évoquer ces alternatives justement. Récemment, une étude de l'INRA a tordu le cou à certaines idées reçues. L'Institut national de la recherche agronomique a conclu, vous en parlez tout à l'heure, Michel Debiet, que l'agriculture biologique permet de mieux résister aux maladies et aux nuisibles que l'agriculture dite conventionnelle. Explication avec Jean-François Géat et Pascal Lécuyer. Un peu de soufre, du cuivre et des extraits végétaux. C'est tout ce que Jean-François Lespinasse utilise pour protéger ses vignes. Voilà, alors ça c'est du mildiou. C'est du mildiou frais, qui est virulent, puisqu'en fait il a été réveillé sûrement par la pluie de samedi. Il demande qu'à s'étendre. Le temps chaud et humide a favorisé le développement des maladies. Installé en agriculture biologique depuis 10 ans, ce viticulteur n'a pas eu beaucoup de répit cette année. C'est du travail, c'est de l'observation. Une culture en bio, c'est un peu le lait sur le feu. C'est-à-dire que si les conditions sont favorables, en fin de compte, par exemple là sur la vigne, le mildiou il peut éclore à tout moment. Ce qui fait que ça a été une année très compliquée. Mais la vendange est sauvée. La récolte est prévue dans 15 jours. Selon une étude de l'INRA, l'agriculture biologique oppose d'ailleurs souvent une meilleure résistance aux maladies que les pesticides ou fongicides. Les chercheurs ont analysé 162 études menées de 1989 à nos jours. On a donc mis en évidence qu'il y avait des performances meilleures en termes de maîtrise et de taux d'infestation des maladies chez les parcelles conduites en agriculture biologique en comparaison du conventionnel. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait imaginé au départ.
Plus efficace contre les maladies, l'agriculture bio a des résultats équivalents face aux insectes nuisibles. En revanche, les produits chimiques restent souvent plus performants contre les mauvaises herbes. Des herbes pas si mauvaises à en croire Jean-François Lespinasse. Il en a même semé entre ses rangs de vignes. Ça va se mélanger un petit peu avec les premiers centimètres du sol et ça va faire une espèce de tapis qui va pouvoir freiner, disons, l'évapotranspiration du sol. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on est ici, on est sur des sols qui sont très pauvres en argile, qui n'en a pratiquement pas. Donc on a une rétention en eau qui est très très faible. Un argument de poids en plein débat sur le glyphosate. L'herbicide sera interdit en France fin 2020. Jessie Arnaud, via Facebook, nous demande est-ce qu'il existe des solutions plus naturelles que le glyphosate qui auraient moins d'impact, voire pas du tout, sur l'environnement, faune et flore confondus? Cyril Giraud. Si la question est quel bidon je remplace par quel autre, je dis la question est mal posée. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est changer de modèle agricole. Le nouveau modèle agricole, il existe. Et au lieu de mettre de l'argent dans la recherche sur les produits chimiques, il faudrait enfin mettre un peu d'argent dans la recherche agronomique, remettre de la science dans l'agriculture. On a beaucoup de choses à apprendre sur la vie des sols. Et tout à l'heure, j'entendais dans le reportage, pas celui-là, mais celui d'avant, on disait on cherche à préserver la capacité productive en enlevant les mauvaises herbes. Mais quand j'entends ça, je suis complètement ahuri. C'est bien l'agriculture intensive, très fortement consommatrice de produits chimiques, qui petit à petit a détérioré les sols, qui fait que les rendements se cassent la figure. Donc, seule l'agriculture biologique est capable de préserver les sols avec des techniques agroécologiques, de manière à ce qu'on puisse continuer à produire en gardant des couverts végétaux. Il y a d'autres solutions pour travailler sur les Comment on fait pour détruire des couverts végétaux sans le glyphosate? C'est la question de certains collègues que j'ai autour de moi qui laissent jamais un sol nu pour éviter l'érosion et qui, dès qu'ils récoltent une céréale, ressèment un couvert végétal. Et à un moment donné, ils ressèment une autre culture, il faut le détruire, ce couvert végétal. Donc si c'est passer 2 ou 3 fois un outil dans la parcelle, est-ce que c'est mieux que de passer une petite dose de glyphosate et ressemer et le sol reste jamais nu, quoi? Alors déjà, il n'y a pas de petite dose sur des produits qui sont aussi dangereux. Le glyphosate et d'autres produits chimiques, il y en a beaucoup qui sont des perturbateurs endocriniens, donc il n'y a pas de dose en dessous duquel il n'y a pas d'effet. On a des effets sur des perturbateurs endocriniens suspectés à des doses très très faibles. Et ensuite, pour le côté technique, moi je ne suis pas spécialiste, mais il y a une association à Toulouse qui s'appelle Solagro, qui fait un travail remarquable, qui a mis en ligne des petites vidéos très didactiques à destination des professionnels. Et ils ont des outils combinés, avec un gyrobroyeur dedans et puis un outil qui travaille derrière, qui permet de détruire le couvert végétal et de pouvoir ensuite, ils laissent faire un faux semis, ils retravaillent un petit coup et ils peuvent semer directement. Donc on pollue l'air, encore une fois de plus, quoi. Non, mais on ne peut pas dire que de passer le tracteur, ça pollue l'air autant que de mettre des produits qui sont faits pour tuer. Il ne faut quand même pas exagérer. Ça tue un petit feu aussi, quand même, le carbone, enfin bon, les micro-particules. Est-ce que le souci n'est pas aussi dans l'abandon d'un certain confort de travail que le glyphosate donne? D'une solution, il n'y a pas de solution clé en main pour les professionnels en dehors du glyphosate. Est-ce qu'il ne faut pas abandonner un certain confort de travail? Forcément, on va abandonner un confort de travail. Donc, ça va nous demander un passage de glyphosate, c'est 15 hectares à l'heure. Un passage d'un outil, c'est 3 hectares à l'heure. Donc, forcément, on va multiplier par 5 le temps d'intervention. Bon, ça, c'est un premier problème. Mais le deuxième problème, quand même, lorsqu'on en discute entre collègues, c'est on ne voit pas trop... il y aura les produits, ce qu'on va produire. Il n'y aura plus de résidus, ou moins de résidus de pesticides dedans. Mais on va quand même polluer l'environnement et à notre regard, plus que d'utiliser des pesticides. Donc c'est un peu ça Mais est-ce que les structures agricoles existent aujourd'hui pour accompagner ces changements? Ce savoir-là, il n'est pas dans les champs de l'agriculture, visiblement. Non, mais il y a quand même toutes les structures de la bio qui peuvent faire de l'accompagnement. Tout à l'heure, vous posiez la question, j'aimerais bien qu'on m'aide. Est-ce que vous avez demandé à la FRAB qui vous envoie un conseiller pour faire un diagnostic de votre exploitation? Ils le feront, ça ne vous coûtera rien, c'est juste pour faire un premier diagnostic. Le bio, c'est très bien. Malheureusement, il faut pas oublier quand même que les agriculteurs, on nourrit le monde. Et je pense qu'il y a déjà de la famine dans le monde. Si tout le monde passe au bio, ça va s'aggraver aussi, quoi. Et première chose. Deuxième chose, économiquement aussi, est-ce que tout le monde est prêt
à mettre plus de budget dans leur alimentation. Alors quel rôle pour le consommateur justement? Il y a une mobilisation possible? Alors, nous, on pense qu'il faut toujours mettre des critères dans les choix. La première priorité, c'est la santé. Et si c'est d'abord la santé, il faut d'urgence changer notre mode de vie avec les pesticides. Ensuite, on sait très bien que c'est difficile de changer de méthode de travail pour les agriculteurs comme pour toutes les professions. Donc ça, c'est une réalité parce que la génération actuelle, elle a travaillé toujours avec les pesticides et l'agriculture chimique. Ceci dit, il existe des alternatives. Donc l'INRA l'a démontré, le CNRS, tous les organismes de recherche l'ont démontré. La difficulté, c'est pour passer dans l'application. Et les chambres d'agriculture, jusqu'à présent, ont manqué d'initiatives dans cette direction-là. Il suffit de voir, on parlait tout à l'heure du Grenelle, il y a eu une décision reconnue par tout le monde, par toutes les parties prenantes en 2008, et 10 ans après, au lieu d'obtenir le résultat, on a aggravé la situation. Le plan Regardez sur les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, on disait on ne peut pas supprimer les néonicotinoïdes. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas, etc. Ils sont supprimés, les néonicotinoïdes. Et l'ANSES, il y a peu, a rendu un rapport montrant que à 2-3 situations près, les alternatives avaient été trouvées, quoi. Donc, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Ça va se faire en 5 minutes, bien évidemment. Si on prend le cas de la vigne, puisqu'on voyait dans le reportage la vigne, pour avoir discuté avec le monde du cognac, puisque je suis en Charente, ils se sont engagés à utiliser moins de phyto et à, si possible, ne pas en utiliser du tout. Et ils travaillent pour une partie du Bureau international du cognac avec l'INRA sur une expérimentation par le biais de vignes résistantes et qui permettent de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc le biocontrôle est aussi une solution. Il y a, et ça a été dit tout à l'heure, revenir à ce qu'est l'agriculture au sens agronomique du terme, et donc laisser des sols vivants au lieu de sols morts, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a des méthodes, elles existent. Le gouvernement, d'ailleurs, va mettre en commun ces bonnes pratiques, ce qu'il appelle les bonnes pratiques, que ça existe donc déjà. Donc c'est atteignable pour vous, l'interdiction du glyphosate dans 3 ans? Mais oui, c'est ça. Donc je crois qu'à un moment, dans la loi, comme on l'a fait sur les néonicotinoïdes, alors que c'était pas possible, c'était la fin du monde d'interdire les néonicotinoïdes, c'est fait, et on survit. Et donc, et quand on voit les appels lancés par les scientifiques, les experts en matière de biodiversité en particulier, et la biodiversité c'est la vie, et donc il y a, je crois, même plus de questions à se poser sur la nécessité qu'il nous faut sortir de ce système-là. Il ne faut pas évidemment accabler nos agriculteurs, il faut les accompagner, travailler avec eux pour aller vers un système plus respectueux de la planète et des hommes. Quelle mobilisation possible de la société civile? Vous y travaillez, je crois, Génération Future. Oui, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus déjà pour rendre accessible au public les effets de ces produits-là et enfin que ça bouge. Et puis, il y a une nouvelle association qui fait la une de Charlie Hebdo aujourd'hui, qui vient de publier un appel « Nous voulons des coquelicots » parce que nous pensons que simplement laisser faire les politiques, ça n'avancera pas. Et qu'il faut vraiment que la société civile se mobilise et demande la fin des pesticides de synthèse. Maintenant, tout de suite, il y a sur le marché aujourd'hui un très grand nombre de molécules qui n'auraient jamais dû être autorisées. Le règlement européen qui régit ça exclut tous les produits qui sont reconnus cancérigènes probables, etc. Donc il y a des molécules aujourd'hui qui sont sur le marché qui ne devraient pas exister. Donc avec cet appel « Nous voulons des coquelicots », c'est une nouvelle association, nous voulons des coquelicots.org. C'est pour ça que je porte ce coquelicot aujourd'hui à la boutonnière. On va avoir toute une campagne pour pouvoir que chacun puisse en acheter et ça permettra de financer le mouvement pour 2 € et de montrer que la société civile a envie que ça change. Et bien sûr, en accompagnant les agriculteurs. C'est eux qui nous nourrissent, c'est vrai. Après, nourrir le monde, attention, l'agriculture qui nourrit le monde, c'est quand même l'agriculture familiale qui produit 80% de l'alimentation mondiale et pas l'agriculture très intensive dont on pense en France qu'elle est la seule, alors qu'en fait elle est marginale dans le monde.
Quels outils pour le consommateur, pour être plus éclairé? Vous avez, je crois, une petite application, Michel Debiais. Oui, nous, on partage le même point de vue, c'est-à-dire il faut que les consommateurs jouent leur rôle, parce que on est dans un système de marché, la loi du marché, et donc si la demande change, la production sera obligée de changer. Alors, je vais donner un exemple, oui, sur mais il faut que le consommateur soit prêt à mettre la main au portefeuille, quoi. Ça ne peut pas changer sans ça, quoi. On a toujours dit qu'on est d'accord pour payer le vrai prix de revient. Et d'ailleurs, le président de la République... faut mettre... le président de la République l'avait dit dans le débat sur les États généraux de l'alimentation à l'automne, et on était parfaitement d'accord sur ce sujet-là. Alors, pour revenir aux difficultés de l'évolution, par exemple, dans le domaine des perturbateurs endocriniens, on participe à la négociation au niveau national, au niveau européen. C'est toujours très, très long, très, très décevant. Donc, du coup, sur les perturbateurs, on a choisi d'investir nous-mêmes pour aider le consommateur. Il y a une petite application gratuite sur smartphone. Il suffit de photographier le code barre des cosmétiques. On a commencé par les cosmétiques, c'est déjà des milliers de produits. Et aussitôt, le consommateur, il a connaissance des perturbateurs. Ce que la législation sur l'étiquetage n'a jamais voulu nous donner jusqu'à présent. Et qu'elle nous donnera peut-être quand on aura fait les 3/4 du travail. Voilà. Il reste à nous faire. Et on l'étudie pour l'alimentation. Sont là. Vous les constatez? Alors, les freins, c'est bien sûr les producteurs. Parce que les produits chimiques qui sont utilisés, ils sont là pour faciliter la fabrication, pour réduire le prix de revient. Et pour maintenir cette économie qui compte dans notre pays aussi, évidemment. Et lorsque l'État doit arbitrer, malheureusement, l'économie pèse toujours très lourd et trop lourd face à la santé. Alors ça, j'aimerais mettre un bémol. Parce qu'aujourd'hui, même si on regarde d'un point de vue économique avec les maladies qu'il y a, c'est difficile de parler argent quand on a quelqu'un de malade en face de soi. Sauf que ça coûte aussi très cher de soigner ces gens-là. Ça les rend pas 168 milliards, j'ai lu ça quelque part. Si on intègre à l'économie le coût de la disparition de la biodiversité, le coût des maladies directes ou indirectes induites, le coût du traitement de l'eau pour rendre l'eau potable, le coût de l'assainissement, le coût du traitement de l'air, etc. Enfin, tout ça, c'est faramineux. C'est faramineux. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Parce que ce coût-là, il pèse sur la collectivité. Bien sûr, bien sûr. Et il progresse. Monsieur Boulin, votre regard là-dessus, vous-même, qu'est-ce que vous consommez chez vous? Comment vous choisissez vos produits? Des produits locaux. Mais je regarde pas, c'est vrai que je regarde pas s'ils ont été... je consomme pas de bio, ça c'est... c'est pas d'un... Parce que j'estime qu'on n'empoisonne pas le consommateur avec nos pesticides. Donc ça c'est mon point de vue. On n'utilise pas les pesticides par plaisir. Ils sont très chers. Donc... on les utilise par obligation sur certaines maladies, sur des mauvaises herbes, mais vraiment que ce qu'il faut, quoi. Et par rapport à ce qui était utilisé il y a 50 ans, on a très largement diminué les quantités d'utilisation. Malgré tout, vous êtes conscient de la dangerosité. Est-ce que vous-même, vous craignez d'être malade? C'est quelque chose que vous avez à l'esprit? Non, pas plus qu'une autre personne. On prend les précautions en les utilisant. Nous, on les utilise, je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement. Donc, on prend les précautions et je n'ai pas le sentiment d'être plus exposé qu'une autre personne, quoi. Un petit mot sur Atmo, Nouvelle-Aquitaine, qui mène depuis bientôt 20 ans des mesures des résidus des pesticides dans l'air. Entre 70 et 90 substances pesticides jugées prioritaires sont recherchées. Et à compter de cette année, le glyphosate va être étudié. Les mesures réalisées à l'échelle d'une année complète révèlent la présence dans l'air d'une vingtaine de molécules au minimum. Elles sont bien sûr plus concentrées en milieu rural, mais elles existent aussi, vous le disiez tout à l'heure, en milieu urbain. Et encore aujourd'hui est détectée une molécule interdite depuis 1998, le lindane insecticide. On a une bombe à retardement, finalement, qui va nous rester des années. Oui, il y a des sols qui sont pollués avec du chlordécone. Le chlordécone, 700 ans dans l'environnement, transmissible de génération en génération.
Donc cette pollution, elle reste dans l'environnement, elle pollue nos rivières. Donc la dépollution de l'eau du robinet, pour enlever juste les nitrates et les pesticides de l'agriculture industrielle, j'ai envie de dire, à très grande échelle, c'est 54 milliards d'euros par an. Si ces 54 milliards d'euros, on en donnait la moitié aux agriculteurs pour aider à la conversion vers l'agriculture biologique et l'autre moitié aux consommateurs pour les aider à acheter des produits un petit peu plus chers, ça ferait quand même 400 € à peu près par personne, hein, c'est pas rien par an. Cet argent, on le dépense déjà. Si on l'utilisait au bon endroit, tout le monde s'en porterait mieux. Et c'est sûr, ça ne fait pas augmenter le PIB, hein, parce que vendre des produits puis soigner des maladies, ça fait augmenter le PIB. Par contre, les gens seraient en bien meilleure santé et plus heureux de vivre. Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter pour tous nos néo-aquitains. Monsieur, tout à l'heure, disait, je ne pense pas que les produits soient dangereux. Enfin, ils ne sont pas inoffensifs, mais ça ne me fait pas peur plus que ça. J'ai l'impression de me protéger, hein, c'est ça ce que vous disiez. On se protège et on est quand même sensibilisé depuis... Et alors, je repensais à Paul François qu'on a vu au début du reportage. Il était comme vous, Paul. Il pensait bien faire. Et il menait son exploitation du mieux possible jusqu'au jour où il a été empoisonné. Et lui, c'est un empoisonnement aigu. C'est-à-dire, il a respiré un produit qui l'a pas tué, mais qui l'a rendu très malade. Et même cet empoisonnement aigu-là, sur un produit déterminé qu'est l'assaut, qui est interdit aujourd'hui, hein, mais donc s'il est interdit, c'est parce qu'il était dangereux, il n'arrive même pas à faire reconnaître la responsabilité de Monsanto sur la dangerosité du produit. Bon, il en gagnait face à Monsanto, mais il a gagné pour un défaut d'information sur le contenant, mais pas sur la dangerosité du produit lui-même. Donc on voit bien, franchement, et il a dépensé cette énergie folle pendant 10 ans pour mener cette bataille. Vous attendez beaucoup du procès en appel de Paul François? Oui, bien sûr. Mais alors, on voit en Californie le Dwayne Johnson qui, lui, a gagné. Et on est heureux de ça, bien évidemment. La seule chose, c'est que le droit américain, le droit français, c'est pas pareil. En Californie, Monsanto a été condamné sur la dangerosité du produit. Ici, en France, il n'y aura jamais de condamnation sur la dangerosité du produit. Il y a déjà eu, je crois que c'est un agriculteur du Cher qui avait voulu attaquer Monsanto sur la dangerosité, justement, du lasso. Et la réponse de Monsanto, c'était de dire, mais il n'utilise pas que ce produit, il y en a d'autres. Comment peut-on dire que le lien de causalité la justice peut est se plus faire? lente Donc, que la vie des personnes victimes donc aussi. le lien de causalité qui est tout nécessaire chez nous en France pour obtenir la responsabilité de la firme est éminemment compliqué, difficile, voire impossible à trouver. Et si je ramène ça à l'amiante, alors que l'amiante, on avait un lien de causalité, même ça n'a pas été jugé, puisque la justice a dit, je résume, il faut trouver la fibre d'amiante qui a donné le cancer pour voir la maladie, le cancer, pour pouvoir être sûr que c'est vraiment l'amiante, parce que c'est multifactoriel, etc. Donc on voit que c'est... Moi, je me bats pour à la fois changer de modèle agricole, à la fois, bien évidemment, des agriculteurs qui ont un revenu correct, la santé des agriculteurs et la santé des citoyens que nous sommes, de nos enfants, de la biodiversité, enfin des générations à venir. C'est un combat immense. Oui, l'association Phytovictimes a recensé près de 400 dossiers et il y a une centaine de cas qui a obtenu la reconnaissance en maladie professionnelle. Oui, mais même ça, c'est pendant des années une lutte pour cette reconnaissance en maladie professionnelle, pour ensuite être indemnisé de façon tout à fait forfaitaire. Et donc nous demandons, et c'est le sens de l'amendement et de la loi que j'ai déposé et que je vais encore défendre au Parlement très prochainement là, nous demandons l'indemnisation du préjudice intégral subi par les agriculteurs, en particulier et pas que, et payé par les firmes, parce que l'important c'est le pollueur-payeur.
l'heure. Donc les firmes qui font des milliards de chiffres d'affaires peuvent participer à cela. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat qui arrive à son terme. Avant de refermer cette émission, je tenais à remercier Colline Salaris. C'est une chercheuse bordelaise, auteure d'un remarquable travail sur les agriculteurs victimes de pesticides où j'ai pu puiser beaucoup d'informations très précieuses. Merci aussi à la deux-sévrienne Marie-Monique Robin qui, bien que très prise par son prochain documentaire en cours de tournage, a pris le temps de me conseiller dans mes recherches. Merci également pour son témoignage à Didier Sardin, endeuillé depuis 2012 suite au cancer foudroyant de son fils. C'est un mécanicien agricole charentais. Prochain rendez-vous de Disputandoum, mercredi soir prochain, même heure, mais depuis Bordeaux cette fois. Pascal Cagnato vous propose un bilan du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je vous dis à bientôt et surtout prenez très soin de vous.